Bienvenue, vous êtes sur Canal FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette première émission spéciale à l'initiative du président de la République. Le gouvernement a engagé un grand débat national afin de permettre à tous et toutes de débattre. Et bien pour cela, l'Observateur de l'Avesnois et Canal FM organisent donc leur grand débat national. Il y aura donc 4 débats chaque vendredi à 12h30 en rediffusion à 20h. Nous avons choisi de débuter une thématique importante, celle de la fiscalité des dépenses publiques. C'est pratiquement cette thématique qui a lancé la crise des Gilets jaunes, qui s'est vite élargie rapidement à d'autres revendications sociales. Pour animer ce débat à mes côtés, Mathias Dormigny, journaliste à la Sambre. Bonjour Mathias. Bonjour Logan. Bonjour aussi à Paul Schuller, journaliste à Canal FM. Bonjour Logan. Les invités pour ce premier débat, comment débattre sans entendre la voix de la majorité? Et c'est donc la députée de la 12e circonscription du Nord qui est avec nous, Anne-Laure Catelot. Bonjour. Bonjour Logan. Il y a donc aussi un autre élu, maire, conseiller départemental. Vous avez fait le choix d'organiser ce débat dans votre commune. Ce sera le 26 février. Vous étiez en charge des finances de l'agglomération un certain nombre d'années. Bonjour Bernard Baudou. Bonjour Logan. Sans eux, on peut dire qu'il n'y aurait pas eu ce grand débat national. Je parle bien des Gilets jaunes. Certains font le choix de ne pas participer. Et ce n'est pas votre cas, Régis Benassé. Bonjour. Bonjour Logan. Alors que près de 80% des Français ont soutenu les Gilets jaunes, seuls 14% se définissent comme Gilets jaunes. Il se définit comme un ancien Gilet jaune, mais il a des propositions à faire. C'est vous, Emmanuel Lecomte, bonjour. Bonjour Logan. Bien, avant même de débuter, il est important d'avoir les éléments sur la fiscalité en France, et c'est Paul Schuller qui nous en parle. Oui, alors quelques mots concernant l'État qui a recours à différentes taxes et impôts. En 2017, d'après Eurostat, donc les cotisations sociales prélevées sur les salaires ont rapporté 385 milliards d'euros. Cela représente 37% des prélèvements. La TVA arrive ensuite, cela représente 163 milliards d'euros de recettes dans les caisses de l'État. La CSG, la contribution sociale généralisée, a rapporté 107 milliards. 73 milliards d'euros ont été collectés via l'impôt sur le revenu et l'ISF a rapporté 4 milliards d'euros en 2017 sur les 732 milliards de recettes de l'État, soit 0,4%. Quelques chiffres concernant l'impôt sur le revenu qui finalement ne représente que 7% des recettes de l'État. Moins de la moitié des Français paient cet impôt. La part des foyers d'ailleurs est passée à 42% en 2017 contre 50% en 2012. Et il apparaît que les ménages gagnant plus de 50 000 euros ont supporté l'an dernier plus de 70% de la charge globale de cet impôt. Pour financer les compétences des collectivités locales, départementales et régionales, il y a aussi les dotations de l'État, bien sûr, et la participation des citoyens via les impôts locaux. Alors, il y a par exemple la taxe d'habitation qui devrait disparaître dans les prochaines années. On en reparlera avec la députée Anne-Laure Catelot, la taxe foncière aussi, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe Gemapi pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et puis, on pourrait ajouter aussi, par exemple, la redevance audiovisuelle payée par une large majorité des Français, la taxe de séjour lors d'une location touristique, le stationnement payant dans certains centres-villes, les amendes et bien d'autres taxes directes et indirectes. C'est un certain nombre et on va en discuter, on va en débattre. Mais alors il y a aussi des chiffres puisque la fiscalité c'est aussi la dépense publique. Alors la dépense publique, Mathias, dites-nous quelques mots. En effet, quelques mots sur la dépense publique. Dépense publique, pour présenter un peu à quoi sert l'argent qui est collecté. Donc, sur 1 000 euros dépensés aujourd'hui par l'État français, 575 euros sont consacrés à la protection sociale. Le plus gros morceau, c'est les retraites. 143 euros vont à l'aide aux entreprises, à l'entretien des routes ou encore au fonctionnement des musées. La défense, elle, reçoit 60 euros, ainsi que la sécurité et la justice. L'éducation, 96 euros. Les administrations publiques, comme les services d'impôts, les mairies, les ambassades, c'est 66 euros. Et 37 euros sont utilisés pour le remboursement de la dette. Et Madame Catelot, pour ce qui vous concerne, les dépenses liées au Parlement ou au gouvernement, c'est 1 euro sur les 1 000 euros dépensés par l'État. Bien, voilà, les quelques chiffres en tout cas sont déjà lancés. Alors la fiscalité déjà dans un premier temps, c'est de se dire est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est efficace? C'est la question que nous allons nous poser dans cette première partie. Anne-Laure Catelot, vous entendez maintenant un petit peu la souffrance, la colère d'une majorité de Français concernant la fiscalité. Bien souvent, les commentateurs ont évoqué le fait que la majorité gouvernementale a mis du temps à entendre cette souffrance. Soyons clairs, moi je ne nierai pas que ça a mis du temps
à porter ses fruits au sein du gouvernement. Quand on appartient à la majorité, on se doit comme je le dis souvent, on lave notre linge sale en famille, on a des débats, on n'a pas toujours les mêmes idées politiques initialement, et à la fin, par contre, on établit une position commune. Et après, on s'y tient conjointement, et même si sa propre idée n'a pas réussi à vaincre et à triompher dans le débat. Me concernant, depuis le mois de décembre, voilà, j'étais pas extrêmement à l'aise au moment de notre démarrage sur les questions de hausse de la CSG sur les foyers qui étaient un couple à 2 000 euros de retraite commun. Ça me paraissait pas la cible, en tout cas, pour aller mettre une fiscalité complémentaire, même si c'était vertueux d'aller remettre vers les travailleurs derrière après les gains de CSG. Mais voilà, je trouvais qu'au niveau du seuil, on s'était certainement un petit peu trompé. Et après, sur les autres éléments, la TICPE dont on va parler, c'est la fiscalité, notamment sur qui a augmenté et qui a fait augmenter le prix de l'essence et du diesel. Malgré sa vertu environnementale, moi j'avais prévenu, en tout cas, étant député d'un territoire assez fragile, qu'il me semblait qu'il n'y avait pas encore les alternatives pour faire augmenter ça et permettre aux gens tout simplement de changer en fait de comportement et de véhicule. Voilà, ça me paraissait pas être le bon tempo, le bon timing. Régis Benazé, vous êtes vous-même mobilisé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement est parti de revendications sur le trop-plein lié à la fiscalité, notamment sur la TVA, la taxe sur les carburants. Concrètement, comment ça se traduit pour vous dans votre quotidien, ce poids de la fiscalité ? Moi, personnellement, en fait, on paye de plus en plus et on a de moins en moins, en gros. On parlait d'école, tout ça, ils sont en train de tout fermer. Nos enfants sont même plus éduqués. Qu'est-ce qu'on va leur laisser à nos enfants ? Franchement, je me bats pas forcément pour moi, mais je me dis, si je me bats pas pour moi, je me bats pour mes enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où va l'argent, quoi ? Bernard Baudou, la fiscalité, juste et efficace, qu'est-ce que vous dites tout de suite, vous ? Moi, je dis qu'elle est d'une grande injustice depuis des dizaines d'années. Je voudrais rappeler que déjà, sur l'année 2018, la France a eu le privilège d'être 2 fois championne du monde. Une fois, on était ravis, c'était la Coupe du monde de foot. Et la deuxième fois, c'est parce que nous sommes le pays au monde qui a distribué le plus de dividendes. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Les Échos. 57 milliards. 57 milliards. Alors, il n'y a qu'à regarder simplement par rapport aux revendications exprimées par les Gilets jaunes, ça représentait 2 milliards. Et si on avait écouté le ministre qui s'occupait de l'écologie à l'époque et qui avait dit au gouvernement, attention, les plus pauvres vont encore trinquer, ça va encore être très difficile pour eux. On ne l'a pas écouté. D'ailleurs, il a quitté le gouvernement. Oui, Nicolas Hulot. Et donc, voilà, on a le fond de l'injustice qui ressurgit dans ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. Je rappelle que les GAFA ne payent pas d'impôts. Je rappelle qu'il y a 100 milliards de fraude fiscale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat solidaire des finances publiques. 100 milliards. Voilà. Et alors, c'est aussi pour ça que les gens, parce que, si vous voulez, au moment où les riches, et quand on parle des riches, c'est des très grandes fortunes, sont de plus en plus riches, on vient de l'entendre, les autres, ils trinquent, quoi. Parce que la répartition des richesses n'existe pas dans ce pays. Et je ne le dis pas pour faire plaisir à Anne-Laure Cattelot. Son gouvernement porte une part de responsabilité, mais pas que le sien. Ça fait plusieurs gouvernements que c'est comme ça. Voilà, qu'on ne veut pas, en France et en Europe, répartir correctement les moyens financiers. Et je voudrais dire, en plus, au sein de l'Europe, il y a le dumping fiscal entre États européens. Et comme, effectivement, bah oui, vous prenez l'Irlande. L'Irlande, qu'est-ce que nous dit l'Irlande ? On va encore baisser les taxes pour les entreprises et du coup, ils vont s'installer là-bas pour ne pas payer d'impôts. Ces gens-là ont plein de fric. Ils ont plein de fric. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, aller dans le sens du gouvernement qui veut diminuer justement la part d'imposition sur les sociétés pour passer de 33% à 25% d'ici 2022 ? Non, je crois qu'on ne peut pas tolérer qu'une PME paye 33 et que Total paye 8,5. Donc il faudrait équilibrer. Et je reprends la proposition du président de région, que nous faisions déjà, les élus communistes, depuis longtemps, de dire tout le monde à 33. Et en Europe, comme on doit, malheureusement, l'Europe, quel est le problème ? C'est qu'il y a des gens en Europe qui disent qu'il faudrait imposer tout le monde de manière équitable en Europe. Or, il faut la règle de l'unanimité. Et ça, c'est le bon moyen pour ne jamais avoir
de règles réelles en Europe. Anne-Laure Cattelot, vous voulez ajouter ? Ouais, juste 2-3 éléments de réponse aux premières questions, parce que je suis là aussi pour apporter un certain nombre de réponses. Au niveau de l'école, on ne peut pas dire que, et notamment ce gouvernement, délaisse l'école, en fait. C'est le deuxième budget. Alors malheureusement, on dit c'est le premier budget, mais en fait, c'est le deuxième derrière le paiement des intérêts de la dette française. Et cette dette française qui se cumule, parce que année après année, on a un budget qui est déficitaire, on dépense plus qu'on a de recettes, et bien voilà, c'est malheureusement ce premier budget. Le deuxième, c'est l'école. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire en arrivant ? On savait très bien que malgré le cocorico qu'on a tous envie de faire, parce que dès qu'on parle de la France, on est fiers, et ben en fait, le modèle français, il était beaucoup moins bon que d'autres pays européens et internationaux. C'est pour ça qu'on a décidé de dédoubler les classes, alors pour le moment dans les REP et les REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire, les CP et les CE1, on ne met plus que 12 élèves par classe dans les quartiers difficiles. Et après, sur la ruralité, on pourrait dire on déshabille Pierre pour habiller Paul. Je ne sais plus si c'est dans ce sens-là, mais on va dire c'est dans ce sens-là. En fait, non, pas du tout. On a perdu, là, par exemple, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, on a perdu à peu près 700 élèves. Et au contraire, on a un nombre de profs qui est en augmentation. Donc, même dans les communes rurales, on encadre mieux les enfants. On passe plus à des moyennes autour de 22 à peu près élèves par classe, plus qu'avant où on a vécu des 26, 28. Voilà. Et par exemple, des communes comme Floyon, qui est une petite commune avénoise, va voir ouvrir une classe. Donc il faut aussi combattre parfois ces idées-là reçues où on se dirait l'État délaisse, et notamment les questions d'éducation. Sur la question de la fiscalité et des GAFA, on est en train de plancher sur une taxe européenne, avec la règle de l'unanimité malgré tout, parce que pour le moment c'est unanimité. Et à titre, comme en fait on est dans cette dynamique-là, on sent qu'on met la pression, et on a Apple qui a payé 500 millions d'euros là, à l'État français, pas plus tard que la semaine dernière. Et à venir, on a 500 millions d'euros de Google qui vont arriver dans nos caisses là, dans les semaines à venir. Donc quelque part, on sent que quand le gouvernement met la pression, ça porte ses fruits, littéralement, quoi. 500 millions par rapport aux 100 milliards, il y a encore du chemin à parcourir. Je pense qu'il faut quand même se dire... Tout à fait. On sait combien ils devraient payer. On a mis le doigt dans l'engrenage, c'est plus ça. On a mis le doigt dans une mécanique, voilà. Bien, un bond en avant, en tout cas pour votre part, Anne-Laure Cattelot. Emmanuel Lecomte, vous avez été membre des Gilets jaunes, puis vous avez pris un petit peu vos distances avec le mouvement pour apporter une contribution haute. Quel est le problème pour vous en matière de fiscalité ? Clairement, je vous entendais un peu acquiescer les propos de Bernard Baudou. C'est justement ce que disait M. Baudou, c'est l'équilibre, le partage des richesses. Je veux dire, aujourd'hui, on a fait cadeau d'ISF, encore un cadeau pour les riches, mais les pauvres sont toujours autant pauvres, quoi. Je comprends pas en fait, si vous voulez, qu'on n'ait pas privilégié les petites PME, les soulager au niveau fiscalité les petites PME, les indépendants qui souffrent énormément. Les indépendants, il y en a beaucoup qui se cassent la figure. Pas le même taux pour tout le monde alors. Voilà, si vous voulez, nous dans une zone rurale comme la nôtre, des zones franches afin de défiscaliser les petites entreprises, développer l'emploi dans nos régions, ça ferait pas de mal. On aurait dû mettre l'accent là-dessus, je pense, justement. Vous avez parlé justement des petites entreprises. Anne-Laure Cattelot, il y a 20 députés de La République En Marche qui ont proposé le rétablissement de l'ISF pour ceux qui refusent d'investir dans les PME. Je ne pense pas que vous fassiez partie de ces 20 personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui est proposée dans votre majorité ? En fait, c'est une dynamique de communication et j'allais dire d'affirmation d'idées que je comprends de la part de mes 20 collègues. Juste pour rappeler, l'ISF, on pourrait croire qu'il a été effectivement supprimé. Il n'a pas été supprimé. Par exemple, quand on a un patrimoine immobilier à partir de 800 000 euros, en fait, on peut être soumis à l'ISF toujours en France. C'est juste que ça s'appelle l'IFI. On a décidé de retirer de l'ISF la part justement de valeur mobilière qui est investie dans l'économie. C'est-à-dire effectivement de l'achat d'actions, son assurance vie. Individuellement, même plein de gens ont ce genre d'outils. Donc cette partie-là, elle est retirée de l'ISF. Ça ne veut pas dire qu'elle est défiscalisée. C'est juste qu'elle est mise en fait à la fiscalité juste avant celle de l'ISF. Et dans ce choix qui a été fait, et depuis le début on l'a dit, on prend des décisions, mais il faut avoir l'humilité de regarder dans le rétro pour savoir si elles ont porté leurs fruits. Donc au bout d'un an, là déjà, quand on sera à l'automne prochain, on va faire une première évaluation pour voir si le fait d'avoir allégé cette pression fiscale sur les valeurs mobilières et l'investissement dans les entreprises, est-ce que ça a fonctionné ? Et si ça n'a pas fonctionné, effectivement, c'est un peu comme mes 20 collègues ont dit, il faudra peut-être mettre des mécanismes contraignants. Voilà, je pense qu'il faudra plus d'un an pour savoir si ça porte ses fruits, mais moi, je suis complètement prête à ce qu'on travaille à un outil qui nous permette d'obliger, enfin de contraindre quasiment les grandes fortunes de ce monde et de France à investir dans les boîtes. C'est ce qu'ont fait les pays nordiques. Bernard Baudou, vous voulez réagir ? Oui, parce que je veux dire à
Alors, c'est pas possible que les gens comprennent un tel message. Je ne parle pas de son message qu'elle vient de donner tout de suite, hein, je suis respectueux. Hein. Simplement au niveau du gouvernement. Parce qu'au moment où on dit on va retirer l'ISF à certains, on dit à des retraités qui ont quand même pas des grosses retraites, vous allez payer plus, vous. Et donc c'est un très mauvais message qui voilà, les Français ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas se retrouver, quel que soit le gouvernement, ça n'existera jamais. Même si ça représente pas grand-chose finalement. Mais même si ça représente, mais les Voilà. gens disent qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens qui sont milliardaires, ils vont payer moins que nous. À un moment donné, voilà. Et je crois qu'on a cristallisé la colère. C'était un symbole peut-être alors. Il fallait pas toucher à ce Alors symbole. il y a un symbole, C'était pas ça le c'est moment, clair. c'était pas le moment. Mais en tous les cas, C'est vrai. je crois que c'est pas comme ça. Alors Il y avait d'autres priorités. je pense que sur l'ISF, aujourd'hui, il y a une exigence du peuple de France que ces gens-là payent effectivement sur les grandes fortunes l'impôt qu'ils doivent payer. Alors, il y avait aussi, ça concerne là tout le monde, c'est la TVA. Est-ce que c'est juste et efficace? Par exemple, Emmanuel Lecomte ou même Régis Benazé, vous pouvez réagir sur ce point-là, parce que certains Gilets jaunes proposent de supprimer cette TVA pour les produits de première nécessité. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que c'est une de vos revendications que vous maintenez en tout cas? Personnellement, oui. Parce Pourquoi? que ça toucherait tout le monde. Parce qu'en attendant, les mesures que M. Macron a annoncées, ça a touché une partie de la société, pas tout le monde. Tandis que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour globaliser. On le fait pour tout le monde. On ne fait pas de différence. C'est tout le monde. Et tout le monde en Tandis profiterait que selon vous? Tout le monde en profiterait. Ça arrêterait de diviser aussi les personnes. Parce qu'en attendant, on dit les Gilets jaunes, ça divise, ça divise. Non, on veut que ça soit rassembleur. Et ça profiterait à tout le monde. La TVA Pour pour moi, vous, c'est pas juste? Parce qu'en attendant, bon, C'est encore la augmenté. TVA, on en prend 9%. Ça a augmenté là, il y a on pas prend longtemps, 9%. les produits de première nécessité, entre guillemets. Parce que Avec la loi alimentation, sur Oui, certains oui, produits oui. de marque, on va certains dire. produits, Oui, sur certains Pas produits, tout, je dis pas tout, mais ça a encore augmenté, quoi. Bah, Ça les devient produits de première infernal de nécessité, faire, la brique de beurre, par exemple, la brique de beurre, bon, elle était à 3 euros, je vais dire 3,50 €. Mon épouse, elle va faire des courses récemment, passée au-dessus de 4 euros. On vous a pas beaucoup entendu, Régis Benazé. Simplement, vous qui êtes aujourd'hui gilet jaune, est-ce que quel est l'acte? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire très clairement pour que demain vous puissiez dire bah, j'arrête cette action et c'est bon quoi. J'ai ce que je J'ai souhaite. obtenu gain de cause. Voilà. Bah, moi, je pense qu'on est tous pareils. Après, on veut juste vivre dignement de notre travail, quoi, déjà. Donc Et- être mieux payé. Et- On a parlé après, notamment de la mieux revalorisation payer, du mieux SMIC. payer, ça veut dire quoi? Pour être mieux Voilà. taxé, ça sert à rien. On ne demande pas à gagner 2000 On euros demande par pas- mois. Nous, on ne demande pas de gagner. Limite, on ne demande pas à gagner plus. On demande à moins payer. Enfin, si on gagne plus et qu'on paye moins, qu'on paye tout autant de charges, ça va. Mais si on sait pour gagner plus et qu'on derrière on repaye autant, au final, on n'a rien gagné. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent pour dire de profiter. De pouvoir aller en vacances, pouvoir faire plaisir à nos enfants. Pouvoir vivre. C'est- Arriver à mettre 50 Voilà, euros de quoi. côté, je veux dire. La prime d'activité notamment, alors, de Et- 90 Et euros. moi, je dis, il est temps, vraiment, il est temps que le gouvernement il se réveille et qu'il dise quelque chose de concret. Parce que débattre, c'est bien joli. Mais en attendant, les gens sont toujours dehors. On est toujours dehors. J'entends parler les gens là, qui perdent une main, qui perdent un œil. Vous trouvez ça normal, vous, en France? Mhm. Parce qu'on parle des forces de l'ordre, ouais, ils ont peur, il faut se protéger. Nanani. Mais moi, je les ai vécues, les manifestations. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, les forces de l'ordre, c'est eux les premiers qui cherchent. C'est eux les premiers. Anne-Laure Catelot, justement, par rapport à. Ils veulent mieux vivre, ils veulent vivre simplement de ce qu'ils gagnent, Du fruit avec de leur notre salaire, travail. pas forcément, alors il le Mais vous disait, vous rendez compte quand même? augmenter les salaires, mais au moins moi, je vivre, travaille pour Renault. ne pas payer les taxes derrière. Moi, je travaille pour Renault. On est en train de parler de Carlos Ghosn, là, qui a fait des tournées, je sais pas combien. Après, on dit qu'il s'est marié sur l'argent de Renault. Mais faut arrêter, quoi. Et ces gens-là, ils sont intouchables, on dirait. On n'en parle pas à la télé. Pour l'instant, il est en prison. On sent Il faut que- pas exagérer. Pour l'instant. Nous, on nous a donné quoi de prime de l'État? 500 euros. Et encore, s'il fallait pas être malade, faut toujours être là. Sinon, les 500 euros, même moi qui. Comme une prime d'assiduité, quoi. Vous parlez de la prime de fin d'année là. 480 hein. euros. La prime Non, Macron la Gilets prime, jaunes, alors. Macron Gilets jaunes. Voilà. On rappelle qu'il a Alors, fait ses déclarations de revenus C'est à honteux, l'étranger. moi je trouve ça honteux. Parce que faut voir, enfin moi je parle pour moi, mais je travaille à MCA. Les mecs qui travaillent sur chaîne, moi je dis franchement, pour les nouveaux embauchés qui travaillent sur chaîne, ils sont sous-payés.
Parce qu'il faut le faire, le travail sur chaîne, hein, croyez-moi. Vous entendez cette colère, Anne-Laure Cattelot ? Bah oui, puis ce que j'entends surtout, c'est que en fait, ils ont une certaine somme tous les mois, et en fait, ils se disent juste, comme nous tous. Hein, moi, je veux dire, j'ai commencé ma vie avec un petit salaire. Hein, voilà, c'est pas parce que j'en suis là à cet âge-ci, mais il n'empêche que voilà, je sais ce que c'est que de se débrouiller et avec dire, 1 000 euros par mois. bah oui, tout à fait, même moi en tant qu'étudiante. Donc, j'y suis plus que sensible. L'idée, c'est de se dire, c'est pour ça qu'une des mesures du président de la République, c'était qu'est-ce que tout le monde quasiment paye, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, si on arrivait à l'alléger du budget des Français, parce qu'annuellement, puis en plus, c'est pas toujours mensualisé, les gens ils se prennent ça, c'est un des premiers déclencheurs de crédit revolving après chez des gens qui ont des instituts bancaires que vous savez bien, des petits bonhommes verts et tout ça, voilà, pour pas dire de marque. Et donc en fait, c'est le premier engagement vers le surendettement. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, d'où le prélèvement à la source pour dire, moi je m'occupe plus après de la gestion de mes impôts. Finalement, quand je reçois ma fiche de paye et mon argent sonnant trébuchant, c'est que entre guillemets après pour ma pomme, je vais payer mes charges, je vais payer mes factures, voilà. Donc pour moi, il y a un sujet taxe d'habitation, je suis très contente honnêtement qu'on vienne à la supprimer à 100%. Pour moi, il y a un sujet coût de l'énergie. C'était un peu le même symbole que finalement pour la voiture, parce qu'on a tous besoin de se chauffer chez nous. Et pareil, pour avoir vécu dans des passoires thermiques moi-même, en étant bien contente du loyer que je payais, mais très, très mécontente au moment de la facture d'électricité, en fait, on se rend bien compte qu'on est parfois complètement prisonnier de cette facture-là. Et donc, le chèque énergie, c'est une bonne démarche, mais je m'interroge aujourd'hui, quand on voit qu'en moyenne, c'est 150 € quand même à chaque fois par citoyen qui le réclame, ou ça peut monter bien plus selon ses revenus. Mais le problème, c'est que c'est utilisé à 75% et il y a quand même encore 20%. Vous l'avez dit, qui le réclame. Et je l'ai dit même en décembre dernier, j'ai posé la question au gouvernement en disant, c'est quoi ces chèques énergie qui restent dans le tiroir ? Il faut qu'on ait un mécanisme, quelque part, qu'on le demande. Qu'on le demande pas, parce que c'est normal Après, que le problème, c'est le la citoyen, communication il est pas au courant. C'est normal. Et moi, je passe c'est à vous de faire la communication aussi. Mais je passe mon temps, moi, à aller... les médias m'accueillent, et honnêtement, ils le font avec, franchement, beaucoup de sympathie. Les réseaux sociaux, dans mes permanences, je reçois plein de gens qui, en fait... Souvent, et même quand j'ai reçu des gilets jaunes autour de la table, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques individuelles, mais monsieur le maire Bernard Baudou connaît très très bien ça aussi. Et en fait, quand on nous dit mais l'État il n'est pas là pour moi, et ben en fait moi quand je creuse, l'État il est souvent là en fait pour les gens, mais où ils ont mal été orientés, ou bien tout simplement en fait le dispositif il est hyper compliqué à mettre en œuvre, et il faut être accompagné. Mais on ne devrait pas avoir besoin d'aide. Exactement. Mais ça c'est une vraie question. La question de est-ce qu'on a besoin d'aide tout court, à l'heure actuelle oui, ça parce ferait que d'énormes économies pour le De toute gouvernement. façon, mais pour moi, la meilleure des aides, c'est pas l'aide qui fait pansement dans son budget. Les gens ils disent pas. La meilleure aide, c'est celle qui incite, après avoir, imaginons un mode de chauffage plus vertueux, qui vous incite à ce que ça vous coûte qu'une petite dizaine d'euros. Il faut investir. Exactement. Donc c'est créer le plus petit reste à charge pour le citoyen. Vous êtes déjà sur les propositions. On en parle dans quelques instants. On revient juste après ça. À tout de suite.